Marcello Mastroianni, l'un des acteurs les plus emblématiques du cinéma italien, a captivé les spectateurs avec ses performances inoubliables dans des films comme La Dolce Vita et 8,5. Son charme, son talent et sa présence énigmatique en ont fait une légende. En revanche, dans sa vie, Mastroianni n'était pas vraiment amateur de compliments et de cérémonies. À un certain moment, il commence à vous appeler maître, se lamentait-il. Maître de quoi? Maintenant, sa fille, l'actrice Chiara Mastroianni, nous aidera à trouver la réponse. Avant de plonger dans cette révélation, assurez-vous de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires approfondies sur des figures légendaires comme Marcello Mastroianni. Explorons ce que sa fille a à dire sur les rumeurs qui ont suivi sa famille pendant des décennies. Mort douloureuse. Souffrant d'un cancer du pancréas, Marcello Mastroianni a fait une confession profonde peu avant sa mort, pendant la production de son dernier film, Voyage au début du monde. Ce film est considéré par beaucoup comme son testament spirituel. Les interviews, qui ont constitué une partie importante de ses dernières réflexions, ont été réalisées par sa dernière partenaire, Anna Maria Tato, qui a ensuite créé le documentaire Marcello Mastroianni I Remember. Au Festival du film de Venise en 1997, le documentaire a suscité une grande controverse lors de sa projection. La fille de Mastroianni, Chiara, ainsi que sa veuve, Flora Carabella, et son ancienne partenaire Catherine Deneuve ont tenté de bloquer sa diffusion. Malgré leurs objections, le festival a refusé de céder et le documentaire a été projeté comme prévu. Le trio aurait également tenté de faire de même au Festival de Cannes. Tato, cependant, a défendu ses actions en affirmant que Mastroianni lui avait accordé tous les droits sur son image. Dans les derniers mois de sa vie, les dernières performances de Mastroianni ont eu lieu dans la pièce italienne Les Dernières Lunes. En raison de sa santé déclinante, il recevait 3 perfusions par jour et devait souvent jouer assis. De nombreuses représentations prévues ont été annulées à mesure que son état se détériorait. En fin de compte, c'est Mastroianni lui-même qui a pris la difficile décision de se retirer de la tournée. Sa dernière apparition sur scène a eu lieu à Naples, après quoi il est retourné dans son appartement au 91 rue de Seine à Paris. Quelques mois plus tard, le 19 décembre 1996, Mastroianni est décédé à l'âge de 72 ans, en présence de Catherine Deneuve, de sa fille Chiara et de l'acteur Michel Piccoli. À l'annonce de sa mort, un hommage émouvant a été rendu à Rome. Les eaux de la célèbre fontaine de Trévi, toile de fond pour l'une des scènes les plus célèbres de Mastroianni dans La Dolce Vita, ont été arrêtées en son honneur. Il a été inhumé au monumental cimetière du Campo Verano à Rome, où son héritage perdure. Reconnaissance internationale. L'ascension définitive de Marcello Mastroianni vers la célébrité est survenue en 1958 avec le film de Mario Monicelli, Le Pigeon, une histoire de gangster maladroit tentant un braquage. Ce film a non seulement lancé la carrière de Mastroianni, mais aussi celle de ses collègues Vittorio Gassman et Claudia Cardinale. Peu après, Mastroianni est apparu dans Adua et ses compagnons, sorti en 1960, où il a joué un rôle clé dans l'histoire de 4 anciennes prostituées, dont Simone Signoret, qui loue un restaurant pour repartir à zéro. Cependant, c'est sa collaboration avec Federico Fellini qui l'a propulsé au rang de star internationale. Dans La Dolce Vita, il interprète un chroniqueur mondain qui abandonne la littérature, représentant le boom économique italien, l'essor des images médiatiques et une nouvelle ère de consommation et de décadence. 3 ans plus tard, dans 8 et demi, Mastroianni incarne un réalisateur déprimé, se retirant dans un monde de souvenirs et de fantasmes. Ces 2 films ont cimenté son image de Latin Lover, un label dont il a eu du mal à se défaire. Dans un effort pour subvertir cette image, Mastroianni a joué un homme impuissant dans Le Bel Antonio, adapté du roman de Vitaliano Brancati. Claudia Cardinale se souvient des réactions. Il ne pouvait à peine quitter l'hôtel à Catane, car les hommes étaient enragés à l'idée d'un Sicilien impuissant. Malgré ses efforts pour se distancer de son statut de sex symbol, Mastroianni a continué à travailler sur des films importants
y compris Nuit de Michelangelo Antonioni et Le Stranger de Luchino Visconti, basé sur le roman d'Albert Camus. Son rôle dans Divorce à l'italienne, une comédie noire sur les crimes d'honneur, lui a valu des critiques élogieuses, y compris un ruban d'argent, un BAFTA, un Golden Globe, ainsi qu'une nomination aux Oscars pour le meilleur acteur. En 1962, le magazine Time l'a même nommé l'étoile étrangère la plus admirée aux États-Unis. Au début des années 1960, Mastroianni est apparu dans Les Camarades en 1963, incarnant un intellectuel socialiste dirigeant les travailleurs en grève, et s'est retrouvé avec Sophia Loren dans des films comme Hier, Aujourd'hui et Demain et Mariage à l'italienne. Les deux ont formé l'un des couples les plus iconiques du cinéma italien, apparaissant ensemble dans 12 films sur 4 décennies. En 1966, Mastroianni s'est aventuré dans la comédie musicale avec Ciao Rudy, où il a incarné Rodolfo Valentino. Bien que les représentations aient affiché complet, les critiques n'étaient à pas tendres, et Mastroianni a quitté la production après quelques mois, payant une pénalité de 100 millions de lire pour travailler sur le projet non réalisé de Federico Fellini, Le voyage de G. Mastorna. Pour se redresser financièrement, il a accepté un rôle dans le film d'espionnage Opération Opium en 1966. À la fin des années 1960, Mastroianni travaillait à l'international, apparaissant aux côtés de Faye Dunaway dans Le Temps des Amours, un film qui a également déclenché une brève romance très médiatisée. Son travail durant cette période a montré sa polyvalence linguistique, puisqu'il est également apparu dans des films en langue anglaise. Une collaboration notable a eu lieu avec Marco Ferreri dans Lisa, où il a travaillé aux côtés de Catherine Deneuve, marquant le début d'une longue relation qui a conduit à la naissance de leur fille, Chiara. Tout au long des années 1970, Mastroianni a partagé son temps entre le cinéma français et italien. Il a joué dans des films comme Salut l'artiste et La Grande Bouffe de Ferreri en 1973, une critique controversée de la société de consommation qui a scandalisé le public à Cannes. Il a poursuivi sa collaboration fructueuse avec Fellini, revenant pour travailler sur La Ville des femmes, Ginger et Fred, et Intervista dans les années 80. Dans les années 80, la carrière internationale de Mastroianni a prospéré. Il est apparu dans Le jardinier de Théo Angelopoulos, Les yeux noirs de Nikita Mikhalkov et Prêt-à-porter de Robert Altman. Il est également revenu au cinéma italien, retrouvant Sophia Loren et Ettore Scola. Son rôle dans Que sais-je lui a valu, ainsi qu'à son partenaire Massimo Troisi, la Coupe Volpi au Festival du film de Venise. En 1990, Mastroianni a été honoré par un Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière au Festival de Venise, remis par Federico Fellini lui-même. La carrière tardive de Mastroianni s'est étendue sur plusieurs pays et langues, avec des rôles mémorables tout au long des années 556 dans Les 101 nuits de Simon Cinema d'Agnès Varda, 3 vies et une seule mort de Raoul Ruiz, et Voyage au début du monde de Manuel de Oliveira, son dernier film. Malgré son travail international, il n'a jamais complètement rompu son lien avec le cinéma italien, revenant continuellement pour contribuer au riche patrimoine cinématographique de son pays. Même dans ces dernières années, la présence cinématographique de Mastroianni est restée vive, culminant dans une carrière qui a fait le pont entre le cinéma italien et mondial, tout en résistant aux contraintes de son image précoce de Latin Lover. Un cœur célèbre. Au début de sa carrière, Marcello Mastroianni a connu des aventures romantiques éphémères, l'une des plus notables étant sa brève relation avec l'actrice Silvana Mangano. Ses premières connexions, bien que significatives, ont été éclipsées par un amour plus durable qui a commencé lorsqu'il a rencontré Flora Carabella, une actrice italienne. Leurs chemins se sont croisés alors que Mastroianni se produisait dans un tramway nommé Désir au Teatro Eliseo à Rome. Ils se sont mariés le 12 août 1950, marquant le début d'une union longue et complexe. Le couple a accueilli leur unique fille, Barbara, en 1951.
Barbara, comme ses parents, a trouvé son chemin dans le monde de l'art, mais au lieu de devenir actrice, elle est devenue une costumière renommée pour le cinéma et le théâtre, forgeant son propre chemin dans le monde du divertissement. Malgré l'apparence extérieure d'une vie familiale stable, leur mariage n'était pas sans défis. En 1970, après 2 décennies ensemble, Mastroianni et Carabella se sont séparés, bien qu'ils ne se soient jamais officiellement divorcés. Les raisons de leur séparation ont souvent été sujettes à spéculation, des rumeurs circulant selon lesquelles ces nombreuses aventures extra-conjugales auraient conduit à cette rupture. Pourtant, aucune preuve fiable n'a jamais pleinement confirmé ces affirmations. Mastroianni lui-même a un jour laissé entendre les complexités de sa vie émotionnelle dans une interview, où il a admis être un homme qui pouvait être emporté par tout, qu'il s'agisse d'une femme, d'une passion, d'un rêve ou d'un idéal. Ce sentiment a peut-être alimenté les ragots autour de ses aventures romantiques, mais il a également brossé le portrait d'un individu qui abordait la vie avec une intensité dévorante. Un tel moment de passion est survenu alors que Mastroianni tournait Le bel Antonio et 8 et demi avec Claudia Cardinal, une actrice qui était une étoile montante du cinéma italien. Mastroianni est tombé profondément amoureux d'elle sur le plateau, captivé par sa présence. Cependant, malgré ses avances, Cardinal est resté insensible, notant célèbrement que Mastroianni semblait être l'un de ces acteurs qui ne pouvait s'empêcher de tomber amoureux de chaque actrice avec laquelle il travaillait. Son affection pour elle était si intense que même des années plus tard, Mastroianni nourrissait encore des sentiments de regret, croyant que Cardinal n'avait jamais vraiment cru en l'authenticité de ses émotions. Cardinal elle-même se souvient d'un moment mémorable survenu des années après leur film ensemble lors d'un direct à la télévision. Elle décrit comment Mastroianni s'est précipité vers elle en s'exclamant « J'étais tellement amoureux de toi !» Surpris, elle a répondu « Arrête, Marcelo, nous sommes en direct !» Elle se souvint avoir pensé à Catherine Deneuve, à qui Mastroianni était marié à l'époque, mais il est resté imperturbable, insistant. « Je m'en fiche! J'étais éperdument amoureux. » Bien que l'échange ait été charmant, il était aussi légèrement imprudent, Deneuve étant apparemment furieuse et s'étant ensuite éloignée de Cardinal pendant un certain temps. En 1968, tout en vivant encore avec sa femme Flora Carabella, Mastroianni a entamé une liaison passionnée avec Faye Dunaway, qu'il a rencontrée sur le plateau de Le Temps des Amours. Profondément amoureuse, Dunaway souhaitait se marier et fonder une famille avec lui, mais Mastroianni hésitait, tiraillé entre sa loyauté envers Carabella et ses sentiments pour Dunaway. Son indécision a finalement conduit Dunaway à mettre fin à la liaison et elle s'est bientôt fiancée à l'acteur Harris Yulin, clôturant ce chapitre de sa vie avec Mastroianni. En 1971, Mastroianni a vécu un autre tournant profond dans sa vie personnelle lorsqu'il a rencontré l'actrice française Catherine Deneuve sur le plateau du film de Marco Ferreri Lisa. Les deux ont rapidement développé une connexion profonde, et leur relation romantique a duré de 1971 à 1975. Pendant cette période, ils ont eu une fille, Chiara, qui suivrait les traces de ses parents et deviendrait actrice. Chiara a ensuite joué aux côtés de son père dans 2 films notables, Les yeux noirs en 1987 et 3 vies et une seule mort en 1996. En 1976, Mastroianni a formé une amitié durable avec la réalisatrice Anna Maria Tato. Ce lien a progressivement évolué vers quelque chose de plus profond, et Tato est devenue sa dernière partenaire. Leur relation a fleuri dans les dernières étapes de sa vie, et les deux sont restés inséparables jusqu'à sa mort. Contrairement à ses relations précédentes, la connexion de Mastroianni avec Tato était plus calme et plus réfléchie, correspondant à la phase plus lente et introspective de ces dernières années. Dans la romance interdite entre Faye Dunaway et Marcello Mastroianni, Faye Dunaway arrivait à l'aéroport de Fiumicino à Rome, déguisée.
Parfois, elle portait une perruque brune et des lunettes de soleil. D'autres fois, elle se cachait derrière un manteau et un chapeau surdimensionné. Je faisais essentiellement ce que je détestais avec un homme que j'aimais, avoua-t-elle à propos de sa liaison secrète de 2 ans avec l'acteur italien Marcello Mastroianni. Nous étions comme des espions amoureux, toujours en train d'éviter les paparazzis. L'actrice, qui s'est fait connaître en jouant une hors-la-loi dans Bonnie and Clyde en 1967, confessa que leur romance tourbillonnante à travers le globe était plus qu'une simple aventure. « J'étais profondément amoureuse de lui », dit Faye, qui rêvait de mariage et d'enfants avec son amant continental, de 17 ans son aîné. C'était un homme comme aucun autre que j'avais rencontré auparavant, et il me faisait sentir profondément protégé. Le couple s'est rencontré sur le plateau vénitien de leur drame de 1968, Un lieu pour les amours. Dans ce film, Faye joue une créatrice de mode en phase terminale qui entame une liaison avec un pilote de course italien et lutte avec l'idée de lui révéler que son temps est compté. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, j'étais un peu ébloui, avoua Faye. Il était superbe. Marcello était également marié à Flora Carabella, la mère de sa fille Barbara, et Faye avait une règle contre le fait de coucher avec ses partenaires masculins. Bien qu'elle ait partagé l'écran avec Warren Beatty, Jack Nicholson, Paul Newman et bien d'autres stars désirables de l'époque, elle a toujours gardé leur relation platonique. Vous savez que cela va gâcher la performance et ruiner le film, donc vous ne faites pas cela, expliqua-t-elle. Marcello était différent. Sur le plateau de Un lieu pour les amours, leur scène de chambre devenait si intense que le réalisateur Vittorio De Sica leur jetait de l'eau pour interrompre leurs étreintes. Après la fin du tournage, Faye a suivi Marcello à Rome. Il y a des jours où je repense à ces années avec Marcello et j'ai des moments de véritable regret, admit-elle. Pendant 2 ans, Faye a attendu que Marcello quitte sa femme, mais l'acteur avait d'autres idées. Il pensait que nous serions comme Spencer Tracy et Katharine Hepburn, un amour gardé secret pour toute une vie, appartenant uniquement à nous deux, dit Faye. La réalité s'est imposée lorsque Faye a vu Marcello et sa femme se montrer de l'affection lors d'une fête de Noël en 1969 et a réalisé qu'il ne la quitterait jamais. Elle a mis fin à l'affaire peu de temps après. « Toute ma vie, j'ai été le genre de personne qui pouvait se briser facilement, » dit Faye. Je n'ai jamais pu supporter la douleur émotionnelle, alors plutôt que de ressentir de la douleur, j'ai généralement coupé ce genre de relation. Marcello, qui n'a jamais divorcé de Flora, a eu d'autres aventures et a même eu une fille avec l'actrice Catherine Deneuve, mais il n'a jamais oublié Faye. Elle était la femme que j'aimais le plus. Je regretterai toujours de l'avoir perdue, dit-il. Il avoua également que cela avait été humiliant d'être quitté par Faye et plus tard par Catherine. Il disait que je jouais un jeu de célibataire, faisant mes propres règles, dit Marcello. Je ne changerai jamais ma vie pour l'adapter à la leur. Je suppose que c'était en grande partie vrai. Aujourd'hui, Faye est la mère d'un fils adulte, Liam, qui reste l'homme le plus important dans sa vie. Elle appelle encore Marcello son plus grand amour romantique. Il y a une part de moi qui pense que si nous avions été mariés, peut-être serions-nous encore mariés, dit-elle avant sa mort en 1996. C'était l'une de nos fantaisies que nous vieillirions ensemble. Chiara Mastroianni. Je n'ai vu mes parents ensemble que sur écran. Chiara Mastroianni a grandi en tant que fille de 2 icônes du cinéma légendaire. Son père, Marcello Mastroianni, la plus grande star du cinéma italien, et sa mère, Catherine Deneuve, la reine du cinéma français. Dans une interview sincère de 2012, Chiara a réfléchi à ce que cela faisait de grandir dans une famille aussi célèbre et à l'héritage artistique qu'elle a hérité du couple doré de l'Europe. « Je déteste parler de moi-même », confessa Chiara au début de la conversation. « Mais si quelqu'un veut en savoir plus sur mes parents, je le dis. De toute façon, tout le monde pense les connaître mieux que moi. » Née en 1972, Chiara n'a jamais vu ses parents ensemble en dehors de leur film.
Ils se sont séparés quand j'avais 2 ans, donc je n'ai aucun souvenir d'eux en tant que couple. Je ne les ai même jamais vus s'embrasser, sauf dans les films, révéla-t-elle. Un de ses premiers souvenirs est de regarder un homme légèrement enceinte, une comédie avec ses 2 parents. Imaginez voir vos parents ensemble pour la première fois, mais dans un film bizarre où le mari devient enceinte. Ce n'était pas un grand film, mais il m'a marqué, se souvint-elle avec un rire. Ma vie est déjà si psychédélique, je n'ai pas besoin de hallucinogènes. Malgré les défis d'avoir des parents aussi emblématiques, Chiara accepte son héritage. Elle a souvent travaillé avec sa mère, notamment dans Beloved en 2011, Ma saison préférée en 1993 et Un conte de Noël en 2008. Notre relation à l'écran n'a rien à voir avec la réalité, dit Chiara. Ma mère est prudente et drôle, mais pas froide comme certains le pensent. Elle est timide, mais son charisme éclipse cela. Le père de Chiara, Marcello, était une présence différente. Tandis que Catherine décourageait Chiara de poursuivre une carrière d'actrice, espérant qu'elle choisirait une profession plus sérieuse comme l'archéologie, Marcello célébrait sa décision. Quand je lui ai dit que je voulais devenir actrice, il a organisé une fête, se souvint-elle, amusée. Il célébrait toujours quelque chose. En repensant à son enfance, Chiara dit qu'elle n'était pas glamour, juste différente. Elle manquait souvent sa mère lorsqu'elle était en tournage et se souvenait des longues attentes pour lui parler au téléphone. Cependant, les visites à son père à Rome étaient magiques. Elle se souvient avec affection des voyages au studio Cinecittà, où son père travaillait aux côtés d'acteurs déguisés en centurions ou en rois. Bien que la vie privée de Chiara ait reflété celle de sa mère à certains égards, elle a 2 enfants de pères différents. Elle ne croit pas qu'elle répète des schémas. J'ai été mariée et j'ai eu de belles relations avec les pères de mes enfants. C'est différent du tourbillon de mon propre enfance, expliqua-t-elle. Bien que Chiara admette qu'elle n'a pas regardé tous les films de ses parents, elle est fière de leur travail. Son film préféré de sa mère est Répulsion et de son père, Divorce à l'italienne et Que la fête commence, qu'elle trouve à la fois terriblement triste et brillant. Peu d'enfants peuvent avoir autant de souvenirs de leur famille à regarder et à chérir pour les années à venir, peu importe combien de photos ou de vidéos familiales on peut prendre. Oui, admet Mastroianni, mais ce n'est pas la même chose. Maman à l'écran n'est pas vraiment elle, c'est ce que je dis à mes enfants. Mais depuis la mort de mon père en 1996, je commence à voir combien c'est une chance de l'avoir encore avec nous. Il était un de ces acteurs qui étaient en réalité assez semblables à ses personnages à l'écran. Mais ce qui reste vraiment, c'est la voix. On peut l'entendre dans une autre pièce, et c'est comme s'il était encore là. C'est ce qui me touche après tout ce temps, un écho, conclut-elle. Dans une interview de 2006, une décennie après le décès de son père, Chiara Mastroianni réfléchit avec tendresse à la personnalité complexe du légendaire acteur. Elle le décrivit comme une personne pleine de grande joie, mais qui, en même temps, était très mélancolique. Cette dualité entre légèreté et profonde introspection était une marque de fabrique de Marcello Mastroianni, tant dans sa vie personnelle qu'à l'écran. Chiara souligna également son éthique de travail inflexible et son humilité, des qualités qui passaient souvent inaperçues au milieu du glamour de sa carrière. Il était travailleur, mais jamais du genre à se vanter, nota-t-elle, révélant comment sa nature modeste le faisait apparaître presque indifférent à la célébrité et à la reconnaissance qu'il recevait. Malgré son statut d'icône mondiale, Mastroianni préférait mener une existence calme et ancrée, un homme plus à l'aise dans les joies simples de la vie que sous les projecteurs. L'icône réticente. Malgré sa célébrité en tant que l'un des acteurs les plus renommés d'Italie, Marcello Mastroianni était souvent son plus sévère critique. Il se comparait modestement à des pairs comme Vittorio Gassman, Gérard Philippe, Gary Cooper et Clark Gable, estimant que son apparence ne rivalisait pas avec la leur. Pourtant,
il demeurait l'acteur le plus célèbre d'Italie depuis Rudolph Valentino, ayant remporté 2 prix du meilleur acteur au Festival de Venise et de Cannes, 2 Golden Globes et 3 nominations aux Oscars. Malgré ses réalisations, Mastroianni minimisait son succès, commentant avec désinvolture lors d'une interview avec Vittorio Gassman. « J'ai étudié le scénario pendant quelques jours, j'ai récité mon rôle, et c'était fini. » Contrairement à de nombreux acteurs qui s'efforcent de se transformer avec chaque rôle, Mastroianni préférait rester fidèle à sa propre personnalité à l'écran. Il se moquait des préparations intenses auxquelles certains acteurs se soumettent, utilisant Robert De Niro comme exemple. Mastroianni ne croyait pas en passer des mois à incarner un personnage ou à altérer dramatiquement son apparence. Au lieu de cela, il maintenait une présence constante, dégageant un charme à la fois intime et détaché à travers ses rôles. Qu'ils soient naïfs ou rusés, ses personnages restaient crédibles, même lorsqu'ils s'éloignaient de ses propres expériences personnelles. Sa polyvalence lui a permis de devenir l'alter ego cinématographique de réalisateurs comme Federico Fellini et Manuel de Oliveira. Malgré son manque de ressemblance physique avec Fellini, Mastroianni incarnait de manière convaincante le double à l'écran du réalisateur. Dans son dernier rôle dans Voyage au bout du monde en 1997, filmé alors qu'il luttait contre un cancer du pancréas avancé, Mastroianni a livré une performance stupéfiante sous la direction de Oliveira. Le succès de Mastroianni n'était pas lié à la méthode de jeu ou aux transformations physiques dramatiques. Sa voix distinctive, rugueuse à cause du tabac, et son visage hyper expressif étaient ses atouts majeurs. Un seul regard pouvait passer de la chaleur à la défaite, captivant les spectateurs et faisant de lui une icône du style. Il représentait l'Italie du milieu du XXe siècle, provinciale mais cosmopolite, ancrée dans la tradition mais aspirant à la modernité. Aux côtés de ses contemporains comme Gassman, Manfredi, Tognazzi et Sordi, Mastroianni est devenu l'incarnation quintessentielle de son époque, bien que son attrait dépasse largement les frontières de l'Italie. Mastroianni conteste cette image dans des interviews datant des années 70 jusqu'à sa récente discussion avec The Post. L'argument semble fatigué, car il doit avoir répété cela des dizaines de fois, comme si l'acteur se sentait encore obligé de nier une image qu'il a contribué à créer. Les gens qui parlent de ce truc de Latin Lover ne doivent pas avoir vu mes films, les films dans lesquels j'étais impuissant, homosexuel, même enceinte dans un film avec Catherine Deneuve. Comment peut-on parler du Latin Lover? J'ai toujours été à l'opposé de cette image, et je suis toujours surpris qu'elle persiste, dit-il. 30 ans après la mort de Marcello Mastroianni, sa fille, Chiara, a enfin éclairé les rumeurs qui entouraient la vie et la carrière de son père, révélant un homme aussi complexe et vulnérable que les rôles qu'il interprétait. Derrière le charme et le style sans effort se cachait une profonde mélancolie et une humilité qui ont façonné l'acteur légendaire que nous connaissons aujourd'hui. En réfléchissant à sa vie et à son héritage, une chose reste claire. L'unique capacité de Mastroianni à se connecter avec le public continue de résonner, même des décennies après sa disparition. Mais maintenant, nous aimerions connaître votre avis. Quel est votre film préféré de Marcello Mastroianni et comment vous a-t-il impacté? Si vous avez apprécié en apprendre davantage sur l'homme derrière l'écran, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé des prochaines histoires de l'âge d'or du cinéma. Votre soutien signifie beaucoup.